à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé local du jeudi 23 mai. Pour nous soutenir, n'hésitez pas dès maintenant à commenter, liker et partager ce journal. Voici les titres. Événement mondial. Pour cette 38e édition du trèfle lozérien, les 600 km de chemin ont permis la découverte de 3 secteurs du département. Les Gorges du Tarn, le Gévaudan et l'Aubrac, et enfin la Margeride. Production locale. Un reportage sera consacré au couple de producteurs de glace fermière sur la commune de Gabriac qui a lancé une campagne de financement participatif. Sport. Les boulistes, que l'on appelle aussi parfois les pétanqueurs, se sont retrouvés le week-end dernier à Marvejols pour une compétition régionale. Concours agricole. À Saint-Gély-d'Apcher et pour la première fois au lycée agricole François Rabelais, s'est tenu le concours des jeunes meneurs. Médiéval. Tous les ans, au mois de mai, se tient l'événement des Médiévales du Malzieu. L'occasion, le temps d'un week-end, de revivre le passé. Et enfin, nous parlerons du Festival des randonnées qui se tient tous les ans en mai et qui permet de faire découvrir la nature lozérienne dans une ambiance conviviale. Ces sujets seront suivis de l'actualité lozérienne en bref. Je vous rappelle que vous êtes bien sur le JT Lozère. Le trèfle lozérien est un événement mondial que l'on ne présente plus. Pour cette 38e édition, ce sont 576 pilotes qui ont participé à la course. Sur 3 jours, ils ont pu parcourir 600 km de chemin et leurs accompagnateurs ont pu découvrir ou redécouvrir nos beaux paysages lozériens. Un reportage d'Éric Michel. Selon le temps qu'il fait, on va mettre une pression plus dure ou plus molle, ça dépend de l'adhérence qu'on veut. Voilà. Et toi, tu préfères en général ? Moi je préfère quand il pleut et que du coup le bib est plus souple, donc ça épouse mieux la terre et ça adhère mieux. C'est ça, il y a tout le monde qui nous attend en tournant maintenant. C'est une plaque à défendre, tout le monde le veut ce numéro, donc ça va être une belle bataille jusqu'au bout des 3 jours. Cette année encore, la 38e édition du trèfle lozérien organisée par le Motoclub lozérien aura tenu ses promesses dans des décors de cinéma et des paysages à couper le souffle. Le Cosméjean, l'Aubrac et la majestueuse Margeride ont accueilli les 600 pilotes pour des spéciales de haut niveau. C'est ça, il y a des internationaux, les meilleurs pilotes du monde. Donc ça fait plaisir de se challenger aussi contre eux. Nos pilotes lozériens ont pu se mesurer aux leaders du championnat du monde d'enduro. Des champions de retour après une année d'absence pour cause de télescopage de calendrier. Moi je suis content qu'ils soient là parce que ça nous montre le rythme des meilleurs pilotes mondiaux. Donc c'est cool, on va pouvoir voir où j'en suis et essayer d'aller les titiller sur certaines spéciales, ça serait cool. Une compétition qui s'est finalement déroulée sous de bons auspices malgré les tentatives d'interdiction initiées par les écolos qui finalement auront été déboutés par la justice. Une compétition à portée internationale avec des Japonais, des Costaricains, des Belges, mais également 2 avions de chasse au départ du trèfle. Le pilote catalan Giuseppe Garcia qui s'est imposé pour la 3e fois à l'issue de cette édition du trèfle lozérien AMV. Il devance le pilote italien Andrea Verona de 23 secondes après une lutte sans concession. Nos Lozériens Hugo Blanjou et Kylian Lunier se classent respectivement 5e et 6e après une compétition acharnée. Pour Tilde Clerc, ce sera de justesse la 10e place. Côté féminine, c'est Lorna Lafont avec le dossard 50 qui s'impose sur cette édition. De son côté, la police nationale n'est pas en reste avec la 5e place. Son pilote, le Lozérien Hugo Blanjou, qui est licencié au MCL. C'est un honneur pour moi, ça fait 5 ans maintenant, depuis 2019. Donc non, c'est un honneur, je vois qu'il y en a beaucoup qui suivent, donc c'est cool. Il est équipé d'une monture Honda 250 CRFX. C'est une classique, c'est long. Moi, je suis ici depuis une semaine pour les repérages, donc même si les journées sont plutôt faciles pour des pilotes de notre niveau, les journées sont quand même longues, il faut être concentré sur les spéciales, donc non, on fait les choses sérieusement, sinon on les fait pas. Pour sa 5e année en compétition, Kylian Lunier poursuit son impressionnante ascension au sein des plus grandes équipes professionnelles. Sa couleur cette année, le vert emblématique du constructeur Kawasaki. Beaucoup de choses qui rentrent en compte, vu que c'est un sport mécanique, on a aussi la moto, les pneus, beaucoup d'expérience en changement des bibs sur les motos, pour la pression, selon le sol, selon les journées, parce qu'il y a 3 journées différentes. Donc tous les jours ça change, on n'a pas la même adhérence, donc surtout sur ça où je prends, on va dire, en maturité et en expérience. En fait, quand on repère pour nous, pour nos traces. Donc quand on part devant, ça n'a pratiquement pas bougé.
Donc on peut faire les traces qu'on veut, l'adhérence est comme on le veut, quoi, donc c'est top. Face à des pilotes de classe mondiale, Kylian signe une remarquable performance en se hissant à la 6e place. Un trèfle qu'il compte mettre à profit dans sa progression personnelle. Moi j'aime bien quand il pleut, surtout quand on part devant, parce que du coup l'adhérence elle va de moins en moins. Donc j'apprécie ce genre de conditions, donc s'il pleut ça ne me dérangera pas. Si quelques pilotes lozériens peuvent courir sereinement, ils le doivent également à leurs partenaires, dont André, qui apporte un soutien financier après avoir été lui-même participant au trèfle. Mais écoute, une fierté déjà dans un premier temps d'aider un pilote lozérien comme Kylian, oui. L'année dernière, il nous a régalé, il a gagné la première journée. Après, bon, ça a été un peu plus compliqué, mais Tilt, on l'aide aussi et il gagne l'année dernière le trèfle lozérien. Donc quand même, c'est plus que fier, quoi. Une compétition de légende, mais également des pilotes de légende. En Lozère, si on vous annonce la moto 200, on vous répond Antoine Méo. Le pilote aura fait le show avec sa monture hors norme, une Ducati de plus de 200 kg, plus proche d'un Canadair que d'un avion de chasse. Et cette année, il a encore fait une invention en venant avec une grosse Ducati, ce qui est improbable sur des chemins comme le trèfle, mais bon, ça c'est Antoine Méo. Le trèfle lozérien, c'est avant tout une belle histoire de copains et de motos. Créé en 1986 par Dieu, comprenez Jean-Pierre Domergue et ses amis du motoclub lozérien. La première idée, c'était de faire une randonnée touristique pour faire découvrir le département. Parce qu'avant, les enduros se passaient autour de Mende essentiellement, sur des petites boucles. Et là, on a dit la Lozère a des sites différents avec les gorges du Tarn, l'Aubrac, la Margeride. Il faut arriver à faire voir tout ça aux participants. Mais comme on avait quand même l'esprit un petit peu compétition, on a dit qu'il faut mettre quelques épreuves spéciales pour pimenter un peu les journées. Et depuis, le trèfle a conquis ses lettres de noblesse et compte parmi les plus belles compétitions d'enduro au monde. Et donc on a été bien aidé parce qu'à l'époque, moi j'allais beaucoup sur les championnats de France, j'avais un peu de connaissances du milieu, quoi. Et donc l'importateur Husqvarna à l'époque, Marcel Sora, est venu avec toute son équipe. Il y avait Stéphane Peter-Ancel à l'époque, Laurent Pidou, etc. Et d'autres ont suivi, bien sûr. La presse est venue, donc 250 pilotes la première année. On est passé rapidement à être plein et à devoir refuser du monde, quoi. C'était un concept qui n'existait pas. Une compétition qui mobilise des centaines de bénévoles avec un budget de 400 000 € de fonctionnement ainsi que de nombreux partenaires institutionnels. Ces 3 jours de compétition imposent ce rendez-vous comme étant un vecteur majeur dans l'économie en Lozère. Ah, carrément, j'adore. C'est vraiment la course où il y a le plus de monde autour de moi et j'adore, c'est vraiment le top. Maintenant, c'est une vraie compétition. Gagner le trèfle, c'est pas rien, quoi. Pour un CV de pilote, vous n'avez qu'à voir les plateaux qui sont là chaque année. Donc l'épreuve est devenue quelque chose d'incontournable dans le milieu de l'enduro. Je pense que les écarts se feront vraiment sur la dernière journée, avec des spéciales beaucoup plus longues et surtout en partant derrière, donc avec plus de traces. La SP3 du dimanche qui va se creuser, il y a de gros menhirs, des blocs de pierre, donc il va falloir être intelligent et lever la tête. Au final, les 2 champions du monde creusent clairement l'écart au finish. Vainqueur une nouvelle fois après avoir remporté le trèfle lozérien AMV en 2019 et 2022, c'est le Catalan Giuseppe Garcia qui s'impose sur les terres lozériennes à l'issue d'une compétition acharnée avec le pilote italien Andrea Verona. Garcia est également titulaire de nombreuses victoires en enduro GP, dont 3 titres de champion du monde. Mais la plus belle de toutes les victoires, et pour un trèfle qui se veut résolument populaire, c'est probablement sa famille venue le féliciter à la Vabre devant plus de 3000 spectateurs. Nathalie Malteverne et Alexandre Lozy produisent des glaces fermières sur la commune de Gabriac. Ils ont lancé début mai une cagnotte participative sur la plateforme Mimosa pour financer le déménagement de leur activité dans une nouvelle ferme et pour acheter du nouveau matériel. Cette campagne participative prend fin à la fin du mois de mai. Un reportage de Marion Guibaudot. Alors mon projet, c'est de déménager mon entreprise, la ferme du Rivet,
qui existe depuis 2016, qui était situé lieu-dit Le Rivet jusqu'à présent et que je souhaite déplacer ici au lieu-dit La Falguière, enfin, le Pas du Loup plus précisément, d'ici avril 2025. On a développé une gamme de glaces au lait de brebis et de sorbets en même temps que notre installation au Rivet. Notre entreprise fonctionne bien et on a pu la faire grandir, et d'où un nouveau lieu et un nouvel atelier. Lancé début mai, la demande de financement participatif d'Alexandre Lezy et Nathalie Maltaverne sur la plateforme Mimosa dédiée à la transition agricole et alimentaire a déjà atteint 56% de son objectif de 10 000 €. La somme qu'ils demandent leur permettrait de financer une partie des travaux dont ils ont besoin dans la ferme qu'ils viennent d'acheter à la Falguière, et pour continuer tout en augmentant leur capacité, leur production de glace au lait de brebis, sorbets, biscuits sucrés et salés, jus de fruits et nectar, le tout grâce aux petits fruits qu'ils cultivent sur place en bio. Alors on a lancé une cagnotte de financement participatif parce que il y a 2 ans, on a sollicité une aide au titre des aides PCAE. Et notre dossier n'a pas été retenu par la région car l'enveloppe de l'année était insuffisante. Donc nous n'avons rien eu sur les 40 000 € demandés. Et la somme nous manque cruellement à l'heure actuelle puisqu'on est une petite exploitation et donc on a une petite trésorerie. Alors le montant total du bâtiment, c'est 100 000 €. Donc grâce à l'aide de la banque, de notre famille et de notre petite trésorerie, on a réussi à monter la structure du bâtiment. Donc panneaux, charpente, toit. Et il nous reste maintenant du coup tout l'aspect menuiserie, électricité, plomberie et aussi le rachat de matériel pour la fabrication de glace puisque le nôtre commence à être vieux maintenant et qu'il n'est plus assez perfectionné. Si une partie des travaux a pu être réalisée en autofinancement, ils se sont donc tournés vers le financement participatif pour terminer leur tour de table. En 2021, ils trouvent l'endroit parfait à acheter à la Falguière, sur la commune de Gabriac, où ils pourront réaménager leurs espaces de travail et augmenter leur capacité de production, puisqu'il est prévu que le nouveau bâtiment fasse 110 mètres carrés contre 25 mètres carrés dans l'atelier actuel. De plus, cette campagne de financement, si elle atteint son objectif final de 25 000 €, leur permettrait aussi de renouveler leur matériel vieillissant. Alors en fait, ce que je veux souligner, c'est que nous, on est une toute petite exploitation, mais qu'on tient le coup depuis des années. Que le manque de cette subvention, ça a vraiment été un coup dur psychologique et financier pour notre entreprise, déjà mise à mal par l'inflation de l'année dernière, et que du coup, on espère avoir notre chance de résister en Cévennes et de continuer à faire ce qu'on aime, parce que c'est le cas, et que les clients ici nous apprécient pour la qualité de nos glaces et qu'ils ont envie que ça continue aussi. Du vendredi 17 mai au lundi 20 mai, la ville de Marvejols a accueilli le championnat régional de pétanque et des Jeux de Provence. Un plateau relevé pour une compétition serrée parmi les meilleurs joueurs de la région pour l'espoir d'une place pour le national. Un reportage de Marion Guibaudot. Bon, comme on le dit toujours ici, moi je ne suis pas d'ici. J'aurais appris que ici, la Ligue, c'est le mini championnat de France. Et comme je suis venu, j'ai remarqué, c'est vrai qu'il a beaucoup d'équipes. Il a du jeu. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes parce que c'est pas facile. Et on n'a pas droit à l'erreur, nous aussi. Écoutez, on va essayer d'aller le plus loin possible. Mais bon, les conditions météo, peut-être nous arrêteront. Mais pour nous, on va se battre pour aller le plus loin possible. Voilà. Ah oui, comme l'a dit ma partenaire, on est là pour gagner, pour arracher peut-être un ticket pour le France. On a la capacité, on a on a le potentiel et on est obligé d'aller au bout. On a aussi nos paysans et les frères qui sont venus nous supporter de loin, donc on n'a pas droit à l'erreur. La ville de Marvejols a accueilli pour la première fois le championnat régional de pétanque sur son boulodrome du vendredi 17 au lundi 20 mai. Un plateau relevé pour une compétition qui a permis aux joueurs sélectionnés de remporter l'un des 5 titres mis en jeu lors du week-end ou à minima d'obtenir une qualification pour le championnat de France promise à tous les finalistes. De nombreux joueurs déjà capés au niveau français et international se sont pressés à Marvejols durant ces 4 jours et sous une pluie battante au début. Pour couronner cet événement, Michel Lebotte, président de la Fédération de pétanque et des Jeux provençaux, s'est déplacé en Lozère pour superviser le déroulement de la compétition.
La Lozère, c'est un département que je connais bien, puisque ayant été pendant longtemps président de la Haute-Garonne, donc j'ai appartenu à la même région, et conduit il y a quelques années le processus de fusion entre l'ancienne Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. C'est un très beau département, mais c'est aussi un département de pétanque. Il n'y a qu'à regarder les installations qui ont été mises à disposition du championnat régional. Alors, plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est que la pétanque gagne en légitimité, en crédibilité. Il est important que les organisateurs de manifestations soient attentifs à l'accueil, à la réception des joueurs, à l'image que l'on donne. De façon à ce qu'un sport est crédible quand il montre une très très belle image de lui. Le deuxième objectif, c'est pour les jeunes. Tout le monde le sait, la pétanque a une histoire qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Et donc les jeunes n'étaient pas, on va dire, en nombre. Et les clubs n'étaient pas structurés pour accueillir des jeunes. Donc nous avons tout un travail à faire de structuration au niveau des clubs pour que nous garantissions aux parents, en particulier ceux qui ne sont pas joueurs de pétanque, que l'on peut venir jouer à la pétanque dans nos clubs, qui seront encadrés par des personnes compétentes et dont nous aurons vérifié l'honorabilité, de façon à ce que nous garantissions aux parents que les enfants sont en de très bonnes mains. Ce rassemblement de passionnés a réuni chaque jour entre 64 et 192 boulistes, des officiels et plus d'une centaine de visiteurs venus admirer le spectacle. Les 13 départements d'Occitanie étaient représentés. Triplette vétéran, senior, doublette mixte, doublette féminine et masculine, il y en avait pour tous les goûts lors de cet événement exceptionnel qui tourne d'année en année dans la grande région. Les objectifs de la pétanque, ce serait pour la région de développer les centres régionaux d'entraînement afin de favoriser l'accession des jeunes joueurs au sport de haut niveau. Je voulais le préparer cette fin d'année pour déjà l'année prochaine pouvoir le mettre en place au niveau de la région. Pour le président du club de pétanque de Marvejols, organisateur de l'événement, c'est un week-end exceptionnel qui s'est déroulé durant 4 jours et qui a permis de faire découvrir le département au plus grand nombre. C'est un très grand honneur pour nous d'organiser cette compétition. Elle nous a été confiée par le comité départemental 48. On avait un cahier des charges à remplir, on a essayé de le faire au mieux. On a une esplanade à Marvejols quand même qui se prête à ce genre d'événement. Je pense que de nombreux clubs, même y compris dans la région, peuvent nous l'envier. Alors grâce à la mairie nous a donné un bon coup de main, le conseil départemental aussi au niveau financier, pour essayer de faire en sorte que cet événement se passe pour le mieux. Voilà. Après il y a la météo, les aléas climatiques, on ne peut pas faire grand chose, mais pour le moment, globalement, il n'y a pas à se plaindre par rapport à ce niveau-là. Alors à ce niveau-là, nous... Notre équipe a été championne de Lozère déjà au niveau du doublette mixte, donc ils sont qualifiés directement aux France. Alors on n'est pas directement concernés. Il y avait 2 équipes en cours qu'on soutient bien sûr qui sont lozériennes. Il y a le club de Mende et du Team Boulot-But de Valdo qu'on soutient totalement vu qu'ils représentent la Lozère. On bat un record en termes de licenciés cette année. On va être à plus de 1200, alors que sur toute la Lozère, ouais. Donc on a 21 clubs qui sont répartis un peu sur tout le territoire. Je pense que c'est l'esprit de compétition, c'est aussi un sport qui est convivial. Et puis les gens aiment de relever des défis. Donc c'est quand même un honneur d'avoir une compétition de ce niveau-là, c'est quand même un régional, avec des équipes mixtes, des triplettes, à un gros niveau. On a vraiment un espace qui est dédié à ça, qui est grand, l'esplanade, qui est très jolie. On a une association de Marvejols qui le mérite, parce que tous les bénévoles, tout le travail qu'ils font, c'est vraiment très méritant pour eux. Rendez-vous dans 13 ans en Lozère pour un nouveau championnat régional. C'était pas compliqué il y a quelques années en arrière et depuis quelques années, il y a beaucoup de petites jeunes qui viennent, pas du tout maladroites et je dirais même avec un très bon niveau. Et pour nous les anciennes, ça devient compliqué pour nous aussi maintenant. Il va falloir, oui.
Mardi 14 mai, le lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher a accueilli pour la première fois le concours des jeunes meneurs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 6 établissements se sont affrontés pour la victoire. Le lycée gagnant de la journée est le lycée de Brioude de Bonnefond. En individuel, Quentin Vamal du lycée Rabelais se classe 4e. Un reportage de Marion Guibaudot. La pluie battante de ce mardi 14 mai n'a pas découragé les élèves inscrits au concours des jeunes meneurs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes organisé par le lycée agricole François Rabelais à Saint-Chély-d'Apcher. Dès 8h du matin, les élèves de seconde à terminale se sont agités pour préparer les génisses en race laitière. La matinée était consacrée au lavage et au clippage des animaux, tandis que l'après-midi était réservé à la conduite des animaux divisés en sections sur le ring. L'idée de ce concours étant de savoir préparer la bête autant que de défiler avec. C'est en tout cas ce que s'est appliqué à noter le juge et sa ringwoman Romain Chastan et sa sœur Lucie Chastan, qui a gagné la compétition l'an dernier. Élève à Saint-Flour dans le Cantal, elle a apprécié d'être passée de l'autre côté de la barrière et distribuer bons et mauvais points au fil de la journée. Le travail du meneur réside dans sa capacité à mettre en valeur l'animal qu'il conduit. Des règles existent pour la préparation et la présentation de l'animal sur le ring. Tenue, conduite, technique pour attacher, propreté de lavage, tout est jugé par le jury dans le ring, et ce dès la préparation des bêtes. Le lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher a donc reçu les lycées agricoles de Brioude en Haute-Loire, Rochefort-Montagne dans le Puy-de-Dôme, Marmillat dans le Puy-de-Dôme, Saint-Flour et Aurillac dans le Cantal, pour cette journée exceptionnelle qui permet aux élèves de se confronter sur de nombreux critères. Des concours qui leur permettent aussi de se préparer au monde professionnel qui les attend après leurs études. La 12e édition des Médiévales du Malzieu avait pour thème les bâtisseurs du Moyen-Âge, en référence à tous ces artisans qui ont façonné et construit de nombreux édifices. Un succès garanti grâce au travail des nombreux bénévoles. Cet événement a accueilli de nombreux spectateurs qui ont profité des spectacles et des animations. Un reportage d'Éric Michel. Racontez-moi un petit peu, donc vous êtes une fidèle, je viens vers toi, vous êtes une fidèle vous ici. Croix. Oui, ça fait plusieurs années qu'on vient, oui, avec Tanner de Drac. Guerrière viking. Elle a un caractère de feu, elle est capable de défoncer des gens avec des haches, mais tout va bien, c'est pas grave. J'aime beaucoup aussi la Gerta, c'est un personnage d'un viking que ma sœur m'a présenté et qui me ressemble beaucoup, donc du coup j'ai voulu choisir ce thème-là. C'est balade, on est tous ensemble en famille et puis on profite de cette journée. Ici, on a à peu près 5 à 6 compagnies chaque année qui viennent au Malzieu faire des démonstrations de combat, des démonstrations aussi comment on vivait à l'époque médiévale. Oyez, oyez, gentes damoiselles et gentes damoiseaux, la 12e édition des Médiévales de Malzieu s'est déroulée en Margeride sous un ciel radieux devant 12 000 spectateurs durant ce long week-end du 12 mai. Aujourd'hui, on a fait une petite sortie en famille. On trouvait que c'était historique, qu'on pouvait passer un bon moment justement en montrant aux enfants l'histoire. Ripailles, festailles et canailles en tout genre ont déambulé durant ces 3 jours aux couleurs médiévales. Le thème de cette édition 2024, les bâtisseurs. En effet, ils ont joué un rôle crucial dans l'histoire du Malzieu, responsables de la construction de nombreux édifices emblématiques qui ont façonné l'architecture et l'histoire locale, mais pas que. Voilà, alors l'idée est venue de la reconstruction de la cathédrale de Paris. En fait, on a eu cette idée de dire que à cette époque-là, il y avait des gens quand même hyper doués pour construire des choses incroyables. La cité médiévale s'était parée de ses plus beaux atours, de la place des Ursulines au rempart jusqu'au Foirail. Tous les édifices étaient habillés et drapés pour l'occasion. Moi, je suis en Templier. Ma femme, c'est une Valkyrie et ma fille est une sorcière viking. Eh bien, on prépare le costume, on met en place des effets spéciaux sur le bâton, par exemple. On améliore les maquillages, tout ça, quoi. Ma cotte de maille, j'ai travaillé 2 ans dessus. Les filles, on compte pas en fait. On se prépare toute l'année pour ça. C'est une histoire de cœur. Le Malzieu, ça a toujours été un village pour nous qui nous accueillait bien. Et donc, on veut lui rendre un peu l'appareil. Parmi les animations, un marché médiéval avec ses échoppes ébonimenteurs et dont la place belle était faite aux artisans maîtres sculpteurs, maîtres verriers, tisserands ou enlumineurs. Même la gendarmerie était sollicitée par la population. Le comité d'animation du Malzieu tient absolument à ce que tous ces spectacles soient gratuits. Alors c'est un gros effort pour les médiévales du Malzieu puisque ça coûte relativement cher. Mais il faut que le public puisse venir ici sans dépenser d'argent. Voilà, juste pour se nourrir et boire bien sûr et faire marcher le commerce local. Pour cette 12e édition, le Malzieu s'impose comme l'un des rendez-vous incontournables pour tous les passionnés de la période médiévale, que vous soyez simple spectateur ou acteur.
Le plaisir de se retrouver dans un monde qui n'existe plus. Et nous sommes là pour le faire revivre. Et c'est génial. Le Malzieu, c'est génial pour ça. On est dans la tente du général de cavalerie des rois et rimes du Seigneur des Anneaux. Donc de ce côté, j'ai la table où on mange. Et les serviteurs nous amènent à manger. Donc tout ce qui est fruits, vins, etc. Au centre, la tente où on dort. Et sur le côté là-bas, c'est le petit salon où on accueille les généraux qui ont perdu les batailles pour signer leur reddition. Alors moi je suis la princesse sauvée d'un problème de santé. Du coup on m'a accueillie parce que j'étais un problème de carrosse. L'association rassemble pas moins de 50 bénévoles, dont les piqûrières, les costumières et les accessoiristes de la fête médiévale. Ils se réunissent tout au long de l'année pour préparer cette fête magistrale qui ouvre la saison estivale en Lozère. On commence en septembre jusqu'à maintenant en fait. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup de réunions, beaucoup de préparation et d'investissement. On reçoit énormément de mails, donc on n'a pas vraiment beaucoup de recherche à faire, mais juste beaucoup de tri en fait, au niveau de tout ça. Un événement qui nécessite une mobilisation financière conséquente, où les institutions et la commune du Malzieu soutiennent l'association depuis les premières heures. 150 entreprises sont aussi partenaires de l'événement. Alors l'enveloppe est autour de 100 000 €, un peu plus même. Et donc il y a environ pour 70 000 € de troupes et artistes qui sont aujourd'hui ici présents au Malzieu. On joue dans un spectacle de théâtre fait par des enfants sur le thème du Moyen-Âge. Parmi tous les groupes, les Clémorclan et leur musique celtique écossaise, mais aussi Carvan, une troupe majestueuse aux allures de Sahara avec son spectacle Mirage, sans oublier les incontournables Tanneurs du Drac et leur musique endiablée. Un mélange entre de la musique traditionnelle occitane et un petit côté celtique. Les enfants étaient de la fête également avec la chevauchée des lys, une course de petits chevaux en jouant au cavalier. Et les plus jeunes ont pu s'essayer à la forge et se fabriquer un bracelet avec la complicité du forgeron sous les yeux ébahis des parents. Ils veulent pas que je combatte, mais c'est moi. Alors je suis un Danois du Xe siècle. Donc un viking pour être exact. Plutôt bien, c'est excellent. Cette poussée d'adrénaline, c'est ce qu'il y a de mieux. Depuis que je suis petit, ça a toujours été un univers qui me passionne et là, on peut dire que je peux réellement faire ma passion. Ce fut un programme dense proposé pendant ces 3 jours. Les médiévales auront été un véritable voyage dans le temps avec en point d'orgue la Flamme de Draco, un spectacle de feu qui a joué à guichet fermé avec pas moins de 1600 spectateurs en 2 représentations. Du 9 au 11 mai, Mende a accueilli la 7e édition du Festival des randonnées. L'occasion de faire découvrir ce sport au plus grand nombre et d'en explorer les différentes facettes. Explication avec Willy Menech, un aventurier qui apprend à tous à utiliser la boussole et les cartes en forêt. Un reportage de Marion Guivaudot. La 7e édition du Festival des randonnées en Lozère, qui a eu lieu du jeudi 9 au samedi 11 mai, a réuni plus de 700 marcheurs durant 3 jours. Un moment unique pour découvrir de nombreux chemins aux difficultés différentes pour s'adapter aux capacités de chacun. C'est un festival qui prend son essor d'année en année, puisque depuis le départ, nous n'arrêtons pas effectivement de progresser en termes de participation. Donc voilà, un festival qui commence, on va dire, à trouver sa place dans le monde de la randonnée. Ces 3 jours de parcours ont été rythmés par les personnages et légendes célèbres de la Lozère. Il était donc possible de marcher dans les pas de figures exceptionnelles qui ont marqué l'histoire du département, comme Gargantua, Céleste Albaret ou encore Marceau Crespin. Mais avant tout, année olympique oblige, ce festival s'est placé sous l'axe du sport pour tous en proposant 2 parcours pour favoriser l'inclusion pour la première fois.
L'un au Salel pour toutes les personnes à mobilité réduite et le second pour les personnes malvoyantes sur le chemin de Stevenson. On fait surtout avec Danielle Mouffard, qui est la présidente du comité départemental de randonnée, qui a été à l'initiative de cette belle, de ce beau projet en tout cas. De nombreux intervenants ont aussi animé ce festival. Aventuriers hors normes, ils viennent partager avec les randonneurs avides leurs expériences et faire découvrir leur passion à ceux qui le souhaitent via des ateliers. Willy Minec, par exemple, est un spécialiste de l'adaptation en milieu hostile, avec de nombreuses expéditions dans les endroits les plus dangereux du monde à son actif. Durant le festival des randonnées, il a appris à ceux qui s'y intéressaient comment utiliser une boussole pour pouvoir se repérer sur n'importe quel chemin. Il n'y a pas vraiment d'école d'aventurier malheureusement, c'est-à-dire qu'il va falloir en fait se tromper sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, se tromper, essayer et se former bien sûr, faire le maximum de formation, notamment au niveau de l'orientation. Et puis après, on gagne de la confiance avec le temps. Et puis on s'expose, on s'engage de plus en plus en pleine nature, notamment dans une nature un peu plus sauvage. Et puis au bout d'un moment, on considère qu'on a suffisamment peut-être de bagages, en tout cas pour se lancer dans des expéditions. C'est un formidable terrain de jeu, la Lozère, puisque moi j'ai déménagé pour venir vivre près de Montpellier, mais pour me rapprocher de la Lozère. Je suis un amoureux de la Lozère, et donc nous venons souvent ici, et notamment pour moi c'est un terrain de jeu qui est essentiel dans l'entraînement pour mes expéditions, notamment parce que c'est beau. C'est très beau, et donc on ne va pas se gâcher qu'évidemment on vit en pleine nature, c'est évidemment pour prendre du plaisir. Et c'est tellement sauvage qu'on peut s'amuser sur toute une foultitude d'exercices qui vous permettent de vous retrouver en condition d'aventure. Passionné de Lozère, il s'apprête au mois de décembre 2024 à arpenter le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert dans les conditions les plus proches de celles du XIIIe siècle. En clair, traverser le Gévaudan et le Languedoc en plein hiver sur les 300 km de cette trace historique. Cette reconstitution, baptisée le voyageur de l'histoire, va donc faire revivre ce voyage médiéval dans les conditions les plus proches de l'époque, sans tente, ni duvet, ni boussole, ni carte, mais bourdon à la main et besace en bandoulière. Grâce à des historiens et artisans d'exception, Willy Minec sera équipé le plus fidèlement possible selon le savoir-faire du XIIIe siècle. Je vais m'engager sur ces 15 jours et 300 km en plein hiver, du coup avec un équipement d'époque, avec du lin, du cuir, du chanvre, de la laine, du bois pour les sabots, mais pas de Gore-Tex, pas de tente, pas de doudoune, pas de duvet, rien. Et c'est revivre l'expérience, mais comme au Moyen-Âge, pour répondre à la question, mais c'était comment voyager au Moyen-Âge ? Alors, bonne question, c'était comment voyager au Moyen-Âge ? C'était très complexe puisqu'il faut s'imaginer qu'à cette époque, les gens on leur demandait de signer un testament avant de partir. Parce qu'il y avait assez peu de chances de revenir. Les gens préféraient voyager par voie de mer que par voie de terre. Donc, cette époque féodale, le XIIIe siècle que j'ai choisi est très spécifique, parce qu'il y a un tournant historique qui fait que dans les conditions de voyage, il y a quand même des choses qui changent, mais on en est encore, il y avait une grosse population de loups, notamment en Lozère évidemment, il y avait aussi encore ce brigandage, donc il y avait les attaques de brigands, il y avait même les bateleurs, c'est-à-dire les personnes qui vous aidaient à traverser le Lot par exemple, qui vous aidaient à traverser les rivières, mais en fait ils pouvaient vous pousser à la baille pour que vous vous noyiez et ainsi dépouiller les pèlerins. Donc moi mon personnage sera dans la peau d'un pèlerin. Donc il y avait une multitude de dangers, en dehors en plus évidemment des blessures et des maladies, mais c'était très aléatoire de revenir. Je vous rappelle que vous êtes bien sur le JT. Je vous propose de découvrir dès maintenant les brèves de l'actualité en Lozère. 8h30 précise, la 9e ronde historique de Mende s'était lancée en direction de l'Aubrac en empruntant le chemin des Écoliers. C'était le 9 mai dernier, le Foirail accueillait un plateau de vieilles autos au charme fou. La voiture de Tintin, une Amilcar aux 4 cylindres de 1927, une 5A8 proposée par le garage de Chanac, jusqu'au modèle mythique de nos belles années, des autos qui auront ravi et fait rêver le temps d'un passage dans les villages lozériens. Une organisation réglée à la perfection par l'association Mende Autopassion et tous ses bénévoles qui nous ont proposé ce rendez-vous magique avec l'histoire automobile. Des voitures mais aussi des histoires remplies d'émotions comme Fred et sa R5 Turbo qu'il possède depuis 1989 après 15 années à économiser pour enfin réaliser son rêve à bord d'une voiture de légende. Une R5 préparée par Jean Ratier lui-même de l'équipe de Didier Auriol, ce qui nous renvoie aux heures de gloire des rallyes français. Une route bucolique au milieu d'une Lozère réservant des décors de rêve, de Sénaré à Auxiliac. Les virages se sont enchaînés direction Les Hermots puis Nesbinal sur l'Aubrac.
Après une balade de 200 km, c'est dans une ambiance bon enfant que les 101 voitures ont regagné la ville-préfecture en fin d'après-midi. Assurément avec des souvenirs bien imprimés, l'envie de se retrouver pour la prochaine édition. La 4e édition de l'opération J'aime mon commerçant lozérien se déroulera le samedi 1er juin. Ambiance festive et animations diverses dans les rues commerçantes de notre département. Avec plusieurs centaines d'établissements participants, l'opération de promotion du commerce de proximité vise à dynamiser et à mettre en avant la qualité et la diversité proposées sur le département. La date est judicieusement choisie en cette période optimale qui se situe entre la fête des pères et juste avant la période estivale. Animation centre-ville et accueil VIP pour les clients. Cette année, 2 jeux concours sont proposés. L'un pour gagner 2 fois 50 €. Il est nommé « Gagne ton shopping dans les commerces lozériens » et il est directement accessible sur les réseaux sociaux. L'autre chez vos commerçants préférés participants où une urne sera positionnée en jeu. 500 € à gagner répartis en 10 chéquiers Fait des bons 48 d'une valeur de 50 € chacun. Nous devons cette opération à la CCI Lozère qui en est à l'origine. Le dispositif est financé par la CCI Lozère et le conseil départemental. Mercredi 23 mai, Laurent Suot, maire de Mende, et Jean-Claude Luceno, directeur de l'hôpital Lozère, se sont rendus sur la ferme de la famille Gibert, le GAEC des Planchettes à Arzinc de Randon, pour choisir une vache qui permettra ensuite de servir près de 2000 repas en EHPAD, école et hôpital. Pistache, vache de 5 ans, a donc été engraissée depuis l'automne dans cet objectif et pèse plus de 700 kg. Une fois passé à l'abattoir, ce sont 450 kg de viande équivalent carcasse qui seront récupérés pour être cuisinés dans la cuisine centrale de l'hôpital de Mende. Depuis le 1er août 2023, l'hôpital Lozère, la mairie de Mende et le CIAS Cœur de Lozère se sont regroupés au sein d'un groupement d'intérêt public afin de réinternaliser la prestation restaurant qui était jusque-là assurée par une entreprise privée. Ce choix de travailler avec des producteurs locaux dans un esprit de circuit court est ce qui porte le GIP depuis sa création pour, je cite, valoriser les richesses du territoire jusque dans l'assiette, selon Laurent Suot. Des produits achetés à un prix rémunérateur pour les agriculteurs, une valeur fondamentale pour Laurent Suot et Jean-Claude Luceno. La famille Gibert possède une exploitation à Arzinc de Randon depuis les années 1900 et produit une partie de ses animaux pour les filières de qualité bœuf fermier Aubrac et fleur d'Aubrac. Je vous rappelle que nous avons choisi de faire ce JT au plus proche des Lozériens, un journal télévisé itinérant et bimensuel. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker, partager ce journal. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 6 juin à Hyères-en-Lozère.